Le MEDEF ne survivra pas, les entreprises ne survivront pas si on ne prend pas à bras-le-corps la question du dérèglement climatique. C'est-à-dire que l'activité même des entreprises est menacée. Donc, soit on s'effondre collectivement en n'ayant rien voulu bouger et on dit au revoir aux populations qui vivent au moment de l'effondrement, soit on accompagne notre changement et oui, ce sera important et oui, ce sera désagréable. L'écologie, ça n'est pas juste des trucs en plus. Elle a créé la surprise lors de la primaire des écologistes ce dimanche en accédant au deuxième tour et en récoltant plus de 25% des voix. Considérée comme radicale, elle se revendique écoféministe et fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours. Aujourd'hui, j'accueille Sandrine Rousseau dans un entretien spécial primaire des Verts. Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Université de Lille, docteur en économie industrielle, maîtresse de conférences en sciences économiques et aujourd'hui, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Alors on prévient tout de suite notre audience qu'aujourd'hui, on va surtout parler d'économie parce que vous avez déjà été largement sollicité sur les autres thématiques dans d'autres médias. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est que les spectateurs de Blast puissent avoir une idée assez claire des transformations économiques que vous proposez. Dans un souci d'équité, nous avons bien entendu lancé la même invitation à Yannick Jadot qui pourra aussi venir sur le plateau de Blast expliquer et exposer sa vision de l'économie et de l'écologie. Et alors vous le répétez partout, vous êtes candidate à l'élection présidentielle et pourtant, dans la majorité des médias, une très grande partie des observateurs continuent à vous considérer et à vous qualifier comme la candidate de la radicalité face au réalisme de votre adversaire. Alors allons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous vous sentez prête à gouverner? Et en ce qui concerne l'économie, est-ce que vous avez déjà un programme économique? Alors oui, je me sens prête à gouverner et oui, j'ai un programme économique et je pense même que j'ai un programme économique assez abouti puisqu'il est le fruit de 20 années de recherche en économie écologique et en économie de la précarité. Donc oui, et précisément c'est un programme écologique et économique de rupture et c'est un programme qui remet à mon sens un peu le monde à l'endroit. Donc oui, j'ai un programme économique et je suis très heureuse de pouvoir enfin en parler. Vous parlez d'un programme économique de rupture, vous vous revendiquez radical, vous avez une vision extrêmement critique du capitalisme, mais est-ce que selon vous, il faut sortir du système capitaliste? Est-ce qu'il faut tout refonder? Quand on parle d'écologie radicale, d'un programme économique de rupture, de quoi on parle exactement? Alors on parle à minima d'un encadrement très important du capitalisme, à minima. La question que je pose, c'est est-ce qu'un encadrement fort du capitalisme est en mesure de conserver le capitalisme ? Et ça, finalement, on n'en a pas complètement la réponse aujourd'hui. Mais en tous les cas, un encadrement. Pourquoi ? Parce que le capitalisme, c'est quelque chose d'assez simple, en fait. C'est l'organisation d'un système économique pour générer du profit individuel, qui éventuellement est redistribué pour faire de la redistribution de richesses, des écoles, des autoroutes et des allocations. Mais globalement, quand même, l'objet de cela, c'est de faire du profit et du profit privé. Puisque c'est ça, l'objet même du capitalisme. Alors, souvent, on me dit « ouais, mais le communisme a été aussi destructeur de l'environnement ». C'est vrai. Mais sauf que là, nous, on est en système capitaliste, donc on va pas... Enfin voilà, moi, je parle du système dans lequel on est et dont je voudrais transformer les bases. Et donc, aujourd'hui, ce profit privé se fonde sur une exploitation intensive de la nature et, j'ai envie de dire, une exploitation intensive du travail. Et les deux nous rendent malades. Les deux nous mettent en danger. C'est-à-dire que cette exploitation intensive de la nature conduit au réchauffement climatique, conduit aux émissions de gaz à effet de serre, et l'exploitation intensive des humains conduit à des maladies professionnelles, à de la pauvreté laborieuse, à des corps qui sont usés. Et donc, la question qui nous est posée, en fait, c'est une question un peu de civilisation, c'est doit-on continuer à être dans cette civilisation du profit et du travail, ou doit-on bifurquer vers une civilisation du respect et du partage? Et quand on parle de capitalisme, il n'y a pas de partage. Il y a éventuellement de la redistribution, mais il n'y a pas de partage. Mais alors le constat que vous faites sur l'exploitation des ressources naturelles, sur l'exploitation des humains, votre adversaire Yannick Jadot, il fait aussi ce constat. Qu'est-ce qui vous distingue sur le plan économique de Yannick Jadot ?
Mais il faudrait lui poser la question, mais je ne l'ai jamais entendu parler de régulation du capitalisme, je ne l'ai jamais entendu parler de répartir les richesses, de taxer fortement les personnes les plus riches, d'encadrer l'activité des entreprises, de faire en sorte qu'il y ait une relocalisation qui ne soit pas une relocalisation juste comme ça, un peu magique, mais une relocalisation par une forme de planification et d'organisation de l'État pour cette relocalisation. Donc en fait, l'encadrement, c'est une volonté de l'État. C'était le fait de remettre l'État social et écologique au cœur du système économique, de faire en sorte que ce soit l'État qui soit garant du bien commun et non pas garant des intérêts privés. Et en fait, on a eu une dérive ces 20 dernières années avec le libéralisme. Et quand je dis ces 20 dernières années, c'est en fait depuis l'époque Thatcher-Reagan et qui a été un peu décalée en France. Mais on a une organisation de l'État à des fins de développement du profit privé. Et c'est comme ça qu'on a eu une diminution massive de l'impôt sur les sociétés, c'est comme ça qu'on a eu une diminution massive des cotisations sociales sur les bas salaires, c'est comme ça aussi qu'on a un appui à des politiques publiques d'emplois qui sont des emplois de mauvaise qualité. Je pense par exemple au travail à domicile, je pense et à l'ubérisation de l'économie, à tout ça. Et donc aujourd'hui, on doit se poser la question collectivement de savoir à quoi sert l'État dans le système économique. À quoi sert l'intervention de l'État? Et ce que je revendique, c'est que ça sert à protéger la planète et à encadrer le profit privé, puisqu'en fait, il n'y a pas de profit privé sans solidarité et sans une construction collective. Voilà. Mais pour ceux qui vont aller voter dimanche prochain, est-ce que cette conception de l'État social que vous revendiquez n'est pas partagée par votre adversaire Yannick Jadot? Il faut lui poser la question à lui, moi je ne l'ai pas entendu parler de ça. Donc c'est tout. Pour vous, lui, il ne remet pas en cause le système capitaliste, moi, contrairement à vous. Je ne veux pas commenter ce qu'il dit. Moi, je vous dis juste que mon projet à moi, c'est de diminuer le temps de travail, c'est de faire un revenu d'existence, c'est de relocaliser, c'est de mettre une forme de protectionnisme qui protège les entreprises nationales, c'est de limiter l'accès aux ressources naturelles, c'est de mettre un prix du carbone extrêmement élevé. Voilà. Je veux dire, mes propositions, elles sont sur la table. Après... voyons si elles sont partagées. En tous les cas, par exemple, sur le prix du carbone, qui pour moi est quelque chose d'absolument indispensable aujourd'hui, parce que le carbone est ce qui nous met le plus en danger. Et donc, si on ne taxe pas le carbone, eh bien, on ne peut pas diminuer les émissions de gaz à effet de serre de manière suffisante pour éviter la catastrophe. Donc ça, pour moi, c'est au cœur du sujet. C'est pas quelque chose de facile à tenir, ce sera pas évident à mettre en place, mais il nous faut le tenir. Aujourd'hui, je n'ai entendu aucun candidat à la primaire, ni au premier tour, ni au second tour, parler de cela. Une autre candidate, en tout cas, qui prônait un changement économique assez drastique, c'était Delphine Batho. Mais pas de prix du carbone, par exemple. Mais qui a beaucoup parlé de décroissance, c'est-à-dire de ne plus fonder la réussite de l'économie sur la croissance du PIB, du produit intérieur brut. Vous semblez éviter le terme de décroissance. Est-ce que vous êtes décroissante ? En fait, la décroissance, pour moi, il y a un problème avec ce mot, c'est que ça focalise sur le PIB. Or, précisément, moi, ce que je veux, c'est sortir du PIB. C'est-à-dire faire en sorte que ça ne soit pas à l'aune du PIB que l'on mette en place toutes les politiques publiques que l'on met en place comme on l'a fait ces dernières années. Et donc, dire décroissance, en plus, on a l'impression, quand on parle de décroissance, que ça va être comme la croissance, mais en sens inverse. Alors qu'en fait, quand on parle de décroissance, on parle en fait de l'effondrement du système capitaliste et du système économique. Et moi, je pense que, en tant que responsable politique, en tous les cas, c'est le choix que je fais, je dois mettre sur la table l'hypothèse d'un effondrement, parce que ça existe. Oui, il y a un risque d'effondrement de notre société, de notre système économique. Un effondrement lié à un réchauffement climatique qui ne serait plus sous contrôle, qui ne l'est déjà plus, d'ailleurs, on le voit cet été avec l'ensemble des catastrophes, mais qui pourrait s'amplifier, et avec ce qu'on appelle des effets en chaîne, dont on ne mesure pas complètement l'ampleur ni les conséquences. C'est pas évidemment l'hypothèse que je privilégie. Je pense qu'il y a une autre hypothèse qui est que si on arrive à encadrer très fortement les activités économiques et à réformer notre système économique, alors on peut continuer sur une route qui soit une route différente de celle que l'on a aujourd'hui, qui ne soit pas sur une accumulation de biens, qui soit sur un partage, sur une diminution de la quantité de biens, etc., et sur une économie que moi je qualifie d'une économie d'émancipation. Mais bon, donc en fait, soit on continue sur la route telle qu'on est, et dans ces cas-là, l'effondrement est une hypothèse
plausible. Mais quand on parle d'un effondrement, on parle quoi? D'un chaos, de l'apocalypse L'effondrement, c'est l'effondrement de notre système économique et de notre société. C'est-à-dire, si le réchauffement climatique s'emballe, il n'y a plus de ressources naturelles, ou il n'y en a plus suffisamment pour faire fonctionner les choses, il n'y a plus de métaux, il n'y a plus suffisamment de matières premières pour faire fonctionner notre système. Il y a un réchauffement climatique qui devient hors de contrôle et donc qui génère une forme de chaos social. Puisque ça fait des migrations, ça fait une déstabilisation sociale majeure, ça fait des continents entiers qui deviendront difficilement habitables, ça fait que le niveau des mers monte et que 60% de la population habite le long des côtes. Donc ça fait des migrations massives. Donc en fait, un effondrement, c'est exactement ce qu'ont connu plusieurs civilisations avant la nôtre. C'est un moment où il y a une conjonction de facteurs qui fait qu'on n'est plus en mesure de maintenir le système tel qu'il est. Et donc ça s'effondre brutalement. Et quand on écoute les chercheurs sur la biodiversité, on se dit qu'on est dans une accélération de la perte de biodiversité à un niveau tel que cette hypothèse d'effondrement n'est pas exclue. Après, encore une fois, moi je dis, c'est précisément la raison pour laquelle je porte la notion de radicalité dans le débat politique et économique, en disant c'est évitable, mais c'est évitable à condition qu'on regarde les choses et qu'on soit en responsabilité et qu'on soit à la hauteur des défis qui sont les nôtres. Donc oui, il va falloir changer radicalement notre mode de vie et notre mode de consommation et notre mode de production. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un système globalisé, donc si on change, nous, radicalement, drastiquement, notre modèle économique, est-ce qu'on ne va pas juste simplement, nous, s'effondrer économiquement et les autres pays vont continuer de toute façon à prospérer économiquement dans le système capitaliste actuel et de toute façon nous entraîner vers cet effondrement? Mais il est évident que c'est pas parce que la France prendra des mesures très fortes que le monde entier en sera modifié, évidemment. Mais la réponse que j'ai envie de vous faire, c'est que si la France ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. Aujourd'hui, aucun des pays ne prend la trajectoire nécessaire indiquée par les chercheurs du GIEC pour éviter la catastrophe. Aujourd'hui, aucun pays au monde, aucun pays riche, s'entend, hein, parce qu'évidemment, dans les pays pauvres, les choses sont différentes, mais aucun pays riche ne prend la bonne trajectoire. Donc il faut qu'il y en ait un qui commence. Et on a l'impression d'être un petit peu sacrifié, de se sacrifier pour les autres, pour commencer... Mais si on ne le fait pas, c'est nos enfants qu'on sacrifie, hein. Voire notre futur. Et quand je dis sacrifier, c'est sacrifier y compris en vie humaine. Enfin, je veux dire, il faut mesurer ce dont on parle, quoi. C'est est-ce qu'on garde un SUV ou est-ce qu'on sauve la vie de nos enfants, quoi. Et moi, mon choix est fait. Et je le dis en tant qu'ayant une position sociale favorisée, en ayant un niveau de richesse bien supérieur à plein d'autres gens dans la société. Oui, moi, par exemple, je suis d'accord pour diminuer mon niveau de richesse pour sauver ce qu'il y a à sauver. Et je pense que c'est le débat, en fait. Et oui, je suis prête à sacrifier tout SUV. Moi, j'en ai pas, mais je suis prête à sacrifier tout SUV pour ça, évidemment. Parce que simplement, j'ai fait des enfants et que je veux qu'ils vivent, voilà, et qu'ils vivent bien. Pour mettre en œuvre cette transformation assez radicale donc, de l'économie, si on rentre un petit peu plus dans les détails de vos propositions, vous proposez un revenu d'existence, c'est-à-dire une prestation individuelle versée de façon individuelle à partir de 18 ans aux Français qui en ont besoin. Cette aide s'élèverait à 850 € et elle fusionnerait 15 prestations déjà existantes, comme le RSA, la prime d'activité, les prestations familiales. Quelle est la différence avec le revenu universel de Benoît Hamon ? La petite différence, c'est que le revenu d'existence, pour moi, c'est une étape vers le revenu universel. Le revenu universel, c'est quel que soit le niveau de richesse, on a un revenu de 850 €, alors que le revenu d'existence que je propose, c'est jusqu'à 1,5 fois le SMIC par personne. Donc c'est en fait sur la partie de la population qui est en dessous de ce niveau de revenu. Pourquoi ? Alors bon, là, il y a des divergences, mais il y a des divergences philosophiques et des divergences d'application. Mais ce que je dis, c'est que faisons déjà les 850 € pour toutes les personnes en dessous de 1,5 fois le SMIC, et puis après on verra pour donner le revenu universel aux plus riches. Et l'un des grands axes de votre programme, c'est la lutte contre la pauvreté. Pourtant, 850 € de revenu d'existence, c'est peu. En France, avec 850 €, on est sous le seuil de pauvreté. Comment vous entendez lutter contre la pauvreté et en même temps donner comme revenu d'existence 850 € en plongeant de facto ces personnes-là dans la pauvreté ? Déjà, aujourd'hui, le RSA est à 450, hein, donc ça fait quand même une augmentation assez conséquente. Et puis la deuxième chose, c'est que j'accompagne ça de services. C'est-à-dire, c'est pas juste un versement financier. Et dans les services, il y a notamment le fait que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits et qu'après la tarification
soit progressive, c'est-à-dire plus vous consommez d'eau, plus vous payez cher, mais que les premiers mètres cubes soient gratuits, que les premiers kilowattheures soient gratuits, et qu'il y ait comme ça un ensemble de biens et de services dont on se dit qu'on a absolument besoin et qui soient gratuits ou très peu chers. Typiquement, par exemple, l'alimentation, je pense qu'il faut diminuer la TVA sur l'alimentation, voire la supprimer complètement, de sorte que ce qui est absolument indispensable à notre vie soit accessible dès 850 €. Et après, tout ce qui est gaspillage et consommation excessive, là, doit être cher, puisque de toute façon, ça nous met en danger. Donc en plus de cela, c'est-à-dire de donner accès aux biens de première nécessité à l'ensemble de la population, vous plaidez également pour une réhabilitation du service public, notamment de l'hôpital. Tout ce qu'on vient d'évoquer, ça coûte très cher. Ça nécessite des moyens énormes. Comment est-ce que vous comptez financer tout ce programme ? Mais en fait, aujourd'hui, ce qui coûte très cher aux finances publiques, c'est les cadeaux que l'on fait au carbone, c'est les cadeaux que l'on fait aux entreprises les plus importantes, et c'est aussi le manque à gagner, l'absence de recettes fiscales sur les cotisations sociales des revenus les plus faibles. Donc en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on a mis en place tout un système de dons ou de subventions ou de manque à gagner sur des choses qui nous mettent en danger. C'est-à-dire que tous les emplois précaires aujourd'hui sont exonérés de cotisations sociales, au moins en partie. Le carbone n'est pas payant, ou quasiment pas. Enfin, il y a un marché de droits à polluer au niveau européen. Mais bon, voilà. Donc le carbone est gratuit. Et puis on a fait des cadeaux incroyables en supprimant l'ISF, en supprimant une partie de l'impôt sur les sociétés. Et on voit bien que la concurrence internationale nous pousse en fait à ne faire des concessions que d'un seul côté. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut rééquilibrer le système fiscal et le système de prélèvement. Parce qu'aujourd'hui, tout cela nous met très en danger. Le carbone nous met en danger. Le jour où vous mettez un prix du carbone à 250 €, vous avez des recettes fiscales. Le jour où vous encadrez le marché financier, vous avez des recettes fiscales. Le jour où vous mettez une taxe à l'entrée dans l'Union européenne, une taxe et carbone et sociale, vous avez des recettes fiscales. Et ça, c'est pas des choses qui pèsent sur les ménages. C'est-à-dire que le jour où vous mettez en place une taxe sur les transactions financières, réelle, parce qu'il y en a une, enfin, qu'ils ont déjà essayé de mettre en place. Oui, qu'ils ont essayé de mettre en place, et la France a fait un contre-lobby pour faire en sorte que ça ne puisse pas se faire. Le jour où vous mettez ça en place, il n'y a aucun des ménages en difficulté qui paye cette taxe. Aucun. Les seuls qui payent cette taxe, c'est des gens qui ont des actions. Mais alors, donc en fait, c'est les 10% les plus riches, et voire même les 5% les plus riches. Donc en fait, je veux dire, il n'y a aucun... Aujourd'hui, on peut remettre de la fiscalité sans qu'il n'y ait aucun impact sur les personnes les plus faibles. L'éternelle question, ça va être, il y en a qui vous diront, dans ces cas-là, les plus grandes fortunes, les plus aisées vont partir de France parce que ce ne sera plus assez... les conditions ne seront plus favorables pour qu'ils créent leur entreprise, pour qu'ils mènent leur business. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je réponds à ça que quand Biden est arrivé à la tête des États-Unis, il a proposé qu'il y ait une taxe internationale sur les grandes entreprises pour éviter la fuite fiscale, l'évasion fiscale de ces grandes entreprises. Et ce qu'il a proposé comme taux, c'est 26%. Et la France a été le pays qui s'est opposé à ce taux en disant finalement on va descendre à 15%. Donc je veux dire, aujourd'hui, on a un accord international pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de jeu de frontières ou de jeu d'évasion fiscale. Après, il n'y a pas que la France. Il y a d'autres pays, quand même les États-Unis. Non, d'accord, il y a quand même les États-Unis. Donc je veux dire, s'il y a les États-Unis, il y a quand même une bonne partie du système économique mondial, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on ne s'appuie pas sur les forces en présence pour augmenter la pression sur les personnes qui veulent profiter du système. Mais ça fait partie d'une présidence française différente. Ça fait partie de ce qu'on doit changer dans la politique. Et en l'occurrence, ce qui manque à l'Europe, c'est une politique fiscale unifiée. Ce qui manque à l'Europe... On reviendra sur les questions un petit peu européennes. J'aimerais revenir sur la question du financement. Donc vous dites que vous allez augmenter les taxes sur les plus aisés pour pouvoir financer votre programme qui est social et écologique. Qu'est-ce que vous... Mais aussi sur des objets qui ne sont pas aujourd'hui fiscalisés. Comme le carbone. Quelle est votre position par rapport à la dette publique ? Est-ce que, selon vous, la dette publique est un problème ? Et est-ce que vous comptez augmenter la dette publique si vous arriviez au pouvoir ? Alors la dette, c'est un sujet politique.
Aujourd'hui, quand vous avez des dépenses publiques, vous avez 2 manières de le financer. Soit vous le financez par la dette, soit vous le financez par l'impôt. Si vous financez vos dépenses publiques par la dette, alors vous émettez des titres de dette sur les marchés financiers. Ça veut dire que ceux qui achètent ces titres de dette sont les personnes les plus aisées dans la société, qui, en fait, tirent du profit, c'est-à-dire tirent des bénéfices de l'achat de cette dette. Fondamentalement, le principe de philosophie économique autour de la dette, c'est celui-ci. C'est-à-dire comment vous financez les dépenses publiques. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on a trop recouru à la dette. Donc on n'augmente plus la dette publique. C'est pour ça qu'il faut aller vers d'autres modalités de financement. Et comment vous faites face aux chefs d'entreprise, aux MEDEF, qui vont vous dire que ça va mettre leurs entreprises dans la faillite, en difficulté, et qu'ils ne peuvent pas se payer ces taxes? Vous les imposez quand même? Moi, je dis aux MEDEF que de toute façon, il nous faut transformer notre système économique. Enfin, je veux dire, il nous le faut. On n'a pas le choix, en fait. Et c'est vraiment... c'est peut-être ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, évidemment qu'il y aura des résistances dans la société, évidemment que le MEDEF ne sera pas extrêmement heureux des positions que je prendrai en économie, mais on n'a pas le choix. Pas plus le MEDEF que nous. Le MEDEF ne survivra pas, les entreprises ne survivront pas si on ne prend pas à bras-le-corps la question du dérèglement climatique. C'est-à-dire que l'activité même des entreprises est menacée. Donc, soit on s'effondre collectivement en n'ayant rien voulu bouger et on dit au revoir aux populations qui vivent au moment de l'effondrement, soit on accompagne notre changement et oui, ce sera important et oui, ce sera désagréable. Et oui, ça le sera. Mais ça aussi, ça fait partie des choses qu'il nous faut mettre dans le débat public. Oui, l'écologie, ça n'est pas juste des trucs en plus, c'est des trucs en plus. C'est l'isolation de votre maison, c'est un revenu d'existence, mais c'est aussi de la contrainte. Et on ne peut pas faire sans. Vous pensez qu'on peut devenir présidente en ayant un programme qui, justement, implique de telles contraintes ? Comment on fait pour convaincre les gens que ce que vous proposez va finalement détériorer sous certains aspects leur qualité de vie et qu'il faut quand même voter pour vous? J'ai 2 réponses à ça. La première, c'est qu'aujourd'hui, 75% des jeunes sont extrêmement inquiets de l'avenir. 75% des jeunes sont extrêmement inquiets de l'avenir et ils ont raison de l'être. Et donc, soit on a une attitude qui est égoïste et qui consiste à ne pas entendre la nécessité de changer pour eux, et c'est possible. C'est possible qu'on fasse ça. Dans ces cas-là, on aura aussi la responsabilité de ne pas l'avoir fait. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, accompagnant ça, il y a aussi des propositions dans mon programme de type réduction du temps de travail, pour retrouver aussi le sens d'une vie hors travail, pour retrouver le sens d'une vie, certes plus sobre, mais d'une vie plus heureuse, d'une vie où il y a plus de liens sociaux, d'une vie où aller à l'école, ça n'est pas y aller avec la boule au ventre. Aller au travail, ça n'est pas y aller avec la boule au ventre de peur des rythmes intensifs et du mal au dos qu'on aura le soir. C'est aussi ne pas aller la boule au ventre, cumuler 3 emplois à des horaires différents et ne pas réussir à finir ses fins de mois. C'est ça aussi que je propose. C'est-à-dire que c'est une réduction du temps de travail, une modification du rapport au travail et à la richesse. Les transformations que vous proposez sont vraiment des transformations en profondeur. Pourtant, on est dans un système économique qui est imbriqué dans le système économique européen. Comment vous comptez gérer cette question de l'Union européenne et de la monnaie, de l'euro ? Alors, l'euro, ça fait partie des choses qui raidissent aujourd'hui le système économique, puisqu'en effet, il faut une convergence des pays pour avoir une monnaie unique. Une convergence économique des pays. Mais ça fait aussi, c'est aussi la faiblesse de l'Europe que de ne pas vouloir se confronter à ça. Et le Green New Deal qui était proposé par Ursula von der Leyen est un Green New Deal qui progresse, qui va dans le bon sens, mais qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais qui en est même très loin. Qui en est même très loin. Et donc, c'est aussi le rôle de leadership de la France au sein de l'Europe que d'imposer un changement de paradigme économique au sein de l'Europe. Est-ce que c'est pas contraire aux traités européens ? Je pense qu'il faut il faut renégocier les traités européens, bien sûr. Vous pensez que la France peut renégocier les traités européens alors qu'il faut l'unanimité ? Ça, c'est la grande discussion avec LFI, tout ça. Mais évidemment qu'il faut renégocier le traité européen. Évidemment. La question, c'est comment on le fait et comment on obtient une majorité. Et c'est pour ça que moi, j'ai une stratégie pour obtenir la majorité. Mais je veux dire, c'est ça l'objet, bien sûr. Parce que, par exemple, les produits polluants,
Les interdire en Europe, c'est contraire au traité. Faire du protectionnisme ciblé pour favoriser les circuits courts, c'est aussi interdit par les traités. On rappelle que l'Europe s'est engagée dans des traités de libre-échange comme le CETA, qui font désormais partie du droit européen. Comment on fait avec ça ? On revoit tout ? On renégocie tout ? Sachant que la France serait seule ? Ou est-ce qu'on désobéit tout simplement aux règles ? Je ne suis pas sûre que la France serait seule. Je pense qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Ce qui se profile en Allemagne avec les élections, c'est quand même pas, ça ne va pas dans le sens d'une transformation radicale. C'est ce qui se passe dans l'élection présidentielle française, en fait. C'est-à-dire que mon discours n'était pas attendu, ma position n'était pas attendue. Tout le monde l'a d'abord ridiculisée, puis maintenant on considère qu'elle est extrême, mais elle est en train de gagner. Et elle est en train de gagner une bataille d'opinion. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque dans la politique européenne, c'est des positions telles que celle-ci. Et on les a eues avec Varoufakis en Grèce, mais... Qui a perdu la bataille. Hein. Oui, mais parce qu'on l'a aidé à perdre. Et moi, je pense qu'il y a un truc qui n'existe pas en Europe, qui est l'alliance de la société civile, en fait. Et que cette alliance de la société civile, parce que l'enquête sur 75% des jeunes qui sont extrêmement inquiets de leur avenir, c'est dans le monde. Et donc, ça touche toutes les sociétés. Et c'est cela qu'il nous faut réussir à faire au sein de l'Europe, c'est faire en sorte que ce discours existe dans le débat politique. Et évidemment, on ne fera pas tout ça en un an. Évidemment, on ne le fera même pas en 2. Mais il faut commencer. Et aujourd'hui, je sais pas, moi, quand j'entends Emmanuel Macron... on a perdu 30% de nos oiseaux. 30%, un oiseau sur 3. Et le débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on autorise les chasseurs à augmenter et à revenir à des techniques de chasse qui sont interdites par l'Union européenne parce que et cruelles et contre les mesures de perte de biodiversité. C'est ça le débat aujourd'hui, la faiblesse de notre débat, la faiblesse de nos politiques, elle est là. 30% de nos oiseaux. Alors, ça, c'est ce que vous proposez, c'est évidemment, par exemple, de protéger la biodiversité, mais ça va beaucoup plus loin, encore une fois, quand on reste en termes économiques. Vous proposez une telle transformation de l'économie que ça implique de complètement revoir une partie de notre industrie, notamment les industries polluantes, et ce, en dépit des traités européens. Et ça implique aussi de perdre des centaines de milliers d'emplois, parce que toutes les personnes qui travaillent dans le secteur aérien, toutes les personnes qui travaillent dans toutes les entreprises aujourd'hui qui sont des industries qui sont considérées comme polluantes, leur métier ne va plus exister. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là ? Ça, par exemple, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que oui, il y a des secteurs qui vont perdre des emplois, ça c'est sûr. Mais en fait, les propositions que je fais, c'est une proposition de choc de productivité négatif. C'est-à-dire qu'on remet au contraire de l'emploi. Si vous passez d'une agriculture intensive à une agriculture vivrière, pas jusque-là, mais au moins biologique, vous augmentez de 80% la main-d'œuvre nécessaire. Mais ça implique de faire du protectionnisme pour pas mais bien sûr, mais ça, bien sûr. Donc à l'échelle française, mais ça, bien sûr. Non, au moins à l'échelle européenne. Mais bien sûr. Parce qu'on pourra toujours aller acheter en Espagne, mais on ne peut plus vivre dans un monde libéral avec une libéralisation des échanges. On ne peut plus faire ça. On ne peut pas avoir des objets, des vêtements, des biens de consommation qui ont fait 7 000, 8 000, 20 000 kilomètres pour arriver. Et ces 20 000 kilomètres ont été faits au détriment de la planète et au détriment des salariés. Ça n'est plus possible. Mais sur le constat, beaucoup de personnes vous rejoindront. La question, c'est vraiment comment vous mettez en œuvre cette transformation radicale et comment vous pouvez... gérer les, entre guillemets, dégâts collatéraux, parce qu'une transformation aussi radicale implique forcément des dégâts collatéraux. Les chocs de productivité négatifs dont je vous parlais, c'est que oui, il y a des secteurs qui vont perdre des emplois et il y en a qui vont en gagner. Donc c'est évidemment, l'agriculture, les transports, le bâtiment, c'est les premiers auxquels on pense. Mais aussi tous les services publics et tout ce qui est lien aux personnes, activités culturelles, parce qu'une société bas carbone, c'est une société, par exemple, où la culture prend une place bien plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Une société bas carbone, c'est une société où l'éducation prend une place bien plus importante qu'elle ne l'a aujourd'hui. Et donc, en fait, ça, ce sont des emplois. La question, donc, c'est comment on passe de secteurs polluants à des secteurs non polluants. Et c'est pour ça que je propose dans le programme 5 années d'études financées à tout le monde à partir de 18 ans. C'est-à-dire que soit vous avez un bac+5 à
dès la sortie des études à 22 ans, et dans ces cas-là, 23 ans, dans ces cas-là, vous avez déjà utilisé votre quota et on pense que vous avez une possibilité de reconversion qui est importante, soit vous n'avez pas eu ce bac plus 5 et vous pouvez le prendre n'importe quand dans votre vie, ce qui permet aux ouvriers de l'automobile ou de l'aéronautique d'avoir 5 années pour véritablement construire un nouveau projet de vie et un nouveau projet de travail. Et c'est pas une petite formation avec 3 rendez-vous avec des consultants et tout le monde se donne bonne conscience en disant qu'on a accompagné le licenciement. C'est 5 années. Et par ailleurs, la fiscalité sur le carbone nous permet de financer et les 5 années et la transformation des entreprises. C'est-à-dire d'aider aussi les entreprises, notamment aéronautiques, automobiles, etc., à changer leurs procédés, à faire autre chose, ou différemment. Et donc, c'est en cela que la radicalité, elle nous permet d'accompagner complètement le système. C'est-à-dire que, oui, j'entends les réticences sur une réforme de la fiscalité, mais ce que je vous dis, c'est que ça va permettre de nous protéger, en fait, ça. Ça va permettre de nous protéger. Et que si on n'a pas le courage de porter ça, eh bien alors on laisse l'économie libérale se transformer toute seule. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a des licenciements secs, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ferment de manière sauvage, ça veut dire qu'il y a des bassins d'emploi complets qui seront délaissés et voire complètement abandonnés. Et moi, je ne veux pas de ça. Je veux au contraire un État qui accompagne. Et si cet État accompagne, ça veut dire qu'il faut accepter le pendant de cela. Et le pendant de cela, c'est une réforme de la fiscalité. Et encore une fois, pas sur les ménages les plus pauvres. La réforme de la fiscalité que vous proposez, elle est profonde. L'ensemble de votre programme économique et écologique, ça touche vraiment à quasiment tous les domaines. Vous le dites, il y a urgence. Vous voulez mettre tout cela en place le plus rapidement possible. Comment est-ce que ça peut être compatible avec la vision très démocratique que vous proposez, qu'on peut lire sur votre site? Vous dites qu'il faut remettre le peuple à l'Élysée. Comment on arrive à faire passer autant de mesures qui vont susciter une énorme opposition tout en étant démocratique? Mais ça, moi, je pense tout le contraire. Je pense que précisément, si vous donnez le pouvoir au territoire, aux populations, ça va se faire. Parce donc en décentralisant. Vous voulez décentraliser. Moi qui fais le tour de la France, il y a énormément de gens qui déjà s'organisent, qui déjà font les choses. Et donc leur donner un agenda à l'échelle nationale. C'est en ça que l'État doit être stratège, c'est-à-dire que l'État doit dire voilà quels sont les objectifs à remplir, voilà les moyens d'accompagnement qu'on vous donne, etc. Mais partout sur le territoire, les gens s'organisent, partout. Et après le Covid, encore plus, et de manière encore plus rapide qu'avant le Covid. Combien de personnes ont changé de lieu d'habitation? Combien de personnes pensent à changer de travail? Combien de personnes commencent à s'organiser pour faire des crèches associatives, pour faire des coopératives énergétiques, pour faire des associations de liens, d'innovation sociale, de développement de l'activité dans la ruralité et qui ne soit pas une activité dégradée, mais qui soit au contraire une activité émancipatrice. Tout ça existe. Au contraire, il faut laisser la démocratie, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Au contraire. Mais alors comment vous faites, par exemple, si vous êtes élue présidente, mais que vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale? Vous gouvernez en 49.3 pour faire passer toutes ces mesures? Mais déjà step by step, c'est-à-dire que je vais déjà passer le 2e tour de la primaire, et puis la présidentielle, puis après les législatives, mais j'aurai la majorité à l'Assemblée nationale. Si par exemple le Conseil constitutionnel censure certaines de vos lois qui sont contraires au droit européen, par exemple? Eh bien, on mènera la bataille. On mènera cette bataille. Parce que, encore une fois, on ne la mène pas au nom d'intérêts économiques, on la mène au nom du bien commun. Et quand je vois, par exemple, le combat incroyable qu'ont mené les femmes de ménage de l'Ibis de Batignolles, quand je vois ces femmes, quand je vois la discrimination dont elles ont été l'objet, quand je vois la dureté de leurs conditions de travail, quand je vois la dureté du combat qu'elles ont mené, je me dis, elles savent ce que c'est l'écologie. Elles le savent. Parce que la résistance qu'elles ont mis en place, l'organisation qu'elles ont mis en place, sans aucun moyen, c'est-à-dire depuis ce qui est considéré comme le plus bas de l'échelle, et ce qu'elles ont obtenu, elles savent faire de l'écologie, ces femmes-là. Et je pense que des femmes de ménage de l'Ibis de Batignolles, il y en a partout. Il y en a partout. Je suis allée à Marseille voir les salariés d'un McDo dans les quartiers nord qui ont repris le McDo et qui organisent la solidarité dans le quartier à partir de ce McDo. Eux, ils savent ce que c'est l'écologie. Et ils le savent bien mieux que nos gouvernants aujourd'hui. Donc je veux dire, au contraire, c'est la démocratie qui nous permettra de nous en sortir.
Et pour terminer, j'aimerais vous poser une question un petit peu plus politique que les questions économiques. On en parlait juste avant hors antenne. Toutes les questions qui vous ont été posées, souvent, c'était autour de la laïcité, du féminisme, de l'antiracisme, qui sont au cœur également de vos luttes. Vous parlez d'écoféminisme, vous le revendiquez vous-même. Est-ce que vous n'avez pas la sensation de tomber un petit peu dans ce piège médiatique où on ne vous parle plus que de cela, on ne vous parle plus d'économie, et est-ce que vous n'avez pas peur que ce qui a marché avec des militants de la primaire écologiste ne fonctionne pas à l'échelle nationale? On peut peut-être me reconnaître le fait d'avoir mis à l'agenda politique, et en haut de cet agenda, la question de l'antiracisme. On peut peut-être me reconnaître le fait d'avoir mis en haut de l'agenda politique la question de la culture du viol et des luttes féministes. Moi, je ne dis pas que je suis dans un piège. Je dis que je suis dans une forme de bataille culturelle. Et que j'assume ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas normal, en fait, et c'est ça dont on ne se rend pas compte aujourd'hui dans le débat politique, c'est qu'il n'est pas normal que je sois la seule responsable politique, ou quasiment, à parler d'antiracisme. Ça n'est pas possible que ce mot-là n'existe pas dans le débat politique. Mais vous n'avez pas peur que ce soit une erreur stratégique qui vous coûte votre place? Il n'y a pas d'erreur stratégique si on est sur des valeurs. Il n'y a jamais d'erreur stratégique si on est sur des valeurs. La seule erreur stratégique que l'on fait, c'est d'abandonner nos valeurs. Et c'est ce que je reproche à la gauche. C'est ce que je leur reproche. Je pense que ces dernières années, ces 15 dernières années, on a perdu une bataille des valeurs. On s'est trop abaissé face au rouleau compresseur de l'extrême droite. Ce n'est pas ce que je porte. Je pense au contraire que la société écologique que je porte, c'est une société certes de sobriété, certes une société de transformation, mais c'est avant tout une société du vivre ensemble, d'un renouveau du vivre ensemble, j'ai envie de dire d'un bonheur d'être avec les autres. D'un bonheur d'être avec les autres, pas d'une peur d'être avec l'autre. Au contraire, d'un bonheur d'être avec les autres. Mais bon sang, allons-y, quoi. Allons-y. De quoi on a peur? Écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, d'avoir été sur le plateau de Blast aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette interview, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube et Twitter. Blast ne vit que grâce à son audience. Alors, si vous le pouvez, abonnez-vous ou faites un don sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.